Bonjour, bonjour et bienvenue ce matin dans ce webinaire, débat, échange concernant le rapport de l'Institut Montaigne qui est sorti il y a maintenant quelques jours sur Innovation française, nos incroyables talents. Ce rapport revient sur les facteurs, les politiques publiques qui président au fonctionnement de l'innovation en France. On les analyse en profondeur. Je rappelle que ce rapport a été fait par l'Institut Montaigne, sous l'égide de Francis Interman et moi-même, avec un groupe de travail qui a coordonné l'ensemble des échanges. Bonjour Francis. Bonjour Gilles. Bonjour. Nous allons ce matin évoquer ce rapport en compagnie de Tatiana Jama, entrepreneur, Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Je rappelle enfin que ces travaux ont été coordonnés avec le bienveillant support de Théophile Lenoir de l'Institut Montaigne. Donc merci à toutes et à tous de vous prêter à ce petit exercice. On va donc avoir un échange à cet égard. À la fin, je le dis pour nos téléspectateurs, le mot est un peu usé, mais peu importe, nous aurons l'opportunité de prendre vos questions et d'avoir un petit débat si vous en avez, j'espère que vous en avez. Mais nous allons commencer par finalement proposer à Federico de prendre la parole à cet égard. Mais avant de faire ça, Francis, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur notre excellente collaboration, du moins j'espère que vous la percevez comme telle, dans le cadre de la conception de ce rapport? Oui, avec grand plaisir, Gilles. C'était pour nous, c'était un effort important et le point que je voulais souligner, c'est à quel point, en interviewant des dirigeants de start-up, des grandes entreprises, des entreprises du numérique, des organismes publics également, nous sommes arrivés à un consensus sur le défi de la décennie qui vient sur le capital humain et sur les talents. Donc, je peux détailler cela si vous le voulez, mais pour nous, c'était vraiment un point majeur et qui nous a beaucoup intéressé dans ce rapport. Alors, je rappelle que ce rapport, c'est un rapport de 100 pages que certains d'entre vous ont probablement lu. Il traite d'un certain nombre de sujets. Il y a 9 grandes familles de recommandations à la fin du rapport. Et d'une façon générale, on reconnaît qu'il y a eu un très bon travail en matière de financement de l'innovation qui a été fait d'ailleurs au cours de cette mandature, mais qui a été aussi initié un peu auparavant, par exemple avec la création de la BPI et puis un certain nombre d'autres instruments financiers. Pour ce qui concerne les grandes recommandations sur ce volet financier, la principale d'entre elles, ce serait la création d'un livret I, comme le livret A, mais c'est un livret I cette fois-ci innovation, c'est-à-dire de faire en sorte que l'épargne populaire puisse financer l'innovation. Ce sont d'autres recommandations, mais celle-ci est la principale sur le volet, et puis sur le volet financier. Et puis, il y a une autre catégorie de recommandations qui concerne le volet humain, et là, Francis, je vais vous laisser en parler. Oui, bon, merci. En deux mots, pour continuer sur ce que je disais il y a 2 minutes, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une demande d'avoir plus de talent et plus de diversité. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. On voit qu'il y a besoin de plus de talent, en particulier aujourd'hui dans le domaine technologique, dans le domaine du coding. D'ailleurs, on voit qu'il y a une corrélation assez nette dans tous les pays. À chaque fois qu'on voit monter le nombre de codeurs, on voit aussi monter le financement de start-up. Donc ça va aller jusqu'à la causalité. On voit qu'il y a des effets d'écosystème qui se créent dans ce domaine-là. Mais bien évidemment, la demande de talent, elle va au-delà de ces profils. Elle est aussi sur tous les profils dans le domaine du marketing digital, dans le domaine du design de produits et de services dans le cloud. On voit que cette demande-là, elle explose avec tous les acteurs que je mentionnais. Et dans un contexte où, on le sait tous, le nombre de licornes en France a cru de manière extraordinairement importante. Quand on regarde les profils de fondateurs de licornes, la plupart d'entre eux ont encore aujourd'hui un profil plus homogène que ce qu'on voit dans des pays comparables, en formation assez généraliste, d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, là où
dans des pays proches, on voit des formations plus diverses, des formations aussi plus technologiques. Souvent, on voit aussi des fondateurs, par exemple au Royaume-Uni, beaucoup plus de fondateurs qui viennent d'autres pays que du Royaume-Uni. On voit en Allemagne des gens qui ont été étudiés dans d'autres pays aussi plus fréquemment. Donc, il nous semble que là, il y a une opportunité à saisir. Et donc, en termes de recommandations, il nous semble d'abord, évidemment, investir dans le capital humain. Et pour cela, il est important d'avoir une vision claire à 10 ans. Et ce que nous proposons, c'est de faire un exercice annuel national d'estimation des besoins de compétences à 10 ans qui permettent aux établissements d'enseignement supérieur d'adapter leur formation et de les adapter vite. Parce que ce que l'on constate tous, c'est que la vitesse du changement est en train d'accélérer. Donc ça, c'est la première proposition. Ensuite, nous avons toute une série de propositions plus spécifiques sur la diversité des talents dont je parlais. On pourra y revenir. Il y a le French Tech Visa, notamment, que nous proposons d'amplifier. Le French Tech Tremplin, qui permet d'aller chercher des talents dans les territoires, des talents issus de parcours académiques non traditionnels, que nous proposons d'amplifier également. Et les pôles pépites, qui sont des pôles qui favorisent l'entrepreneuriat des étudiants à l'université. Il y en a 33 dans toute la France. Plus de 20 000 étudiants sont passés par ces pôles pépites depuis 2014. Et là, nous proposons également d'accélérer ce programme de manière significative dans les années qui viennent. Et puis le dernier point, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de doctorants étrangers en France, et je crois que c'est 39% d'après les dernières statistiques que nous avons vues. Quand on regarde dans la recherche en entreprise, il n'y a que 6% d'étrangers, donc on voit là qu'il y a sans doute une opportunité de garder des gens qui viennent faire leur doctorat en France. Et ça fait le lien avec notre deuxième série de recommandations. Donc la première est sur la formation, la deuxième est sur le lien entre la recherche et l'entrepreneuriat. Et là, nos propositions sont de faciliter le passage entre la recherche, et notamment les laboratoires de recherche publics, et l'entrepreneuriat. Ce que l'on constate, c'est que ce passage-là est plus fluide dans des pays comparables. Je parlais du Royaume-Uni, c'est le cas, de l'Allemagne, on pourrait parler d'Israël également. On voit que le passage entre la recherche publique et l'entrepreneuriat est plus fluide dans ces pays-là. La loi Pacte, puis la loi de programmation de la recherche en France ont déjà permis d'enclencher ce mouvement en France. Il nous semble qu'il est possible d'aller plus loin dans ce domaine-là et d'inciter, de permettre à des chercheurs de laboratoires publics de créer leur entreprise ou de contribuer à la croissance de start-up. Et puis enfin, pour finir, cela ne va pas aller évidemment sans un effort financier significatif, et cela fait le lien avec un rapport précédent de l'Institut Montaigne, dans lequel l'Institut proposait de passer le budget dédié à la recherche et à l'enseignement supérieur de 3,7% du PIB, où il est aujourd'hui à 5% du PIB d'ici 2030. Voilà, Gilles, en quelques mots, nos propositions dans la partie talent et entrepreneuriat. Excellente synthèse de notre rapport. Et nous avons évidemment la chance d'avoir Cédrico. Et donc, cher Cédric, j'espère que vous avez lu passionnément ce rapport. J'imagine que vous avez quelques commentaires à cet égard, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Gilles, et bonjour à toutes et à tous. Je vais être assez rapide parce que je crois qu'il y a une phase de débat qui s'ensuit. Ce sera probablement le plus intéressant. D'abord pour féliciter l'Institut Montaigne pour ce travail avec lequel je dois dire sur à la fois les constats et on va dire les prochaines étapes et ce qui doit être fait, j'ai assez peu de débat. En tout cas, je voulais en profiter pour partager quelques convictions. D'abord, je ne peux qu'abonder, mais il se peut que je sois un peu biaisé sur le fait que beaucoup a été fait ces dernières années, avec un changement d'échelle entre, on va dire, dans les 3-4 dernières années, particulièrement dans les 2 dernières années, avec une accélération de ce phénomène d'innovation. Mais également, et là je rejoins également le rapport, l'idée que c'est très bien, mais que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que nous sommes dans une économie de l'innovation, et ce n'est pas assez parce que
il faut se comparer avec les comparables, notamment ce qui se passe en Israël, ce qui peut se passer, y compris dans des pays qu'on estime aujourd'hui désindustrialisés comme la Grande-Bretagne, mais qui, sur la question de l'innovation, sont encore significativement devant la France. Et donc, il faut poursuivre les efforts et envisager ce qui peut être fait à l'avenir pour encore plus développer l'écosystème d'innovation français. Alors, j'ai l'habitude de dire que l'innovation, c'est trois choses. En le réduisant un peu, mais dans le fond, j'y crois assez fortement, ce qui d'ailleurs influe sur les politiques industrielles telles que nous les menons de plus en plus au sein de ce gouvernement, y compris dans France 2030. Ce sont du financement, des talents et, on va dire, un bouillon de culture, en tout cas un environnement dans lequel cette fertilisation croisée entre les talents et le financement se passe. Sur le financement, il y a eu une très forte accélération. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais là aussi, malgré le fait que l'argent investi dans les startups françaises, toutes startups confondues, ait été multiplié par 4 entre 2017 et 2021, ce qui est assez inédit même en Europe, c'est une très bonne chose. Mais si on rappelle les chiffres en valeur absolue, les startups françaises ont levé au premier semestre 2021 5 milliards d'euros. C'était 14 milliards d'euros en Grande-Bretagne et 150 milliards d'euros aux États-Unis. Dans un rapport de 1 à 10 entre l'économie française et l'économie américaine, ce qui d'ailleurs n'a pas toujours été le cas. Il fut une époque où c'était plutôt 1 à 6 ou 1 à 8. Nous devrions être à 15 milliards d'euros. Et je pense qu'il faut effectivement travailler au-delà de ce qui a été fait, les initiatives Tibi, sur la question du financement, mais nous aurons probablement l'occasion d'y revenir. Deuxième élément, c'est la question des talents. Dans le fond, la compétition technologique, pour beaucoup, se résume à si vous arrivez à attirer les meilleurs talents sur votre territoire, ils feront sortir les meilleures entreprises et ils donneront un avantage compétitif à vos entreprises. Et sur cet élément-là, il y a eu une inversion de la tendance, me semble-t-il, qui voulait qu'à une époque, la France exportait massivement ses talents. L'éclosion de la French Tech, le développement d'un écosystème entrepreneurial qui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ou encore plus il y a 10 ans, fait que nous gardons aujourd'hui des talents qui seraient partis à l'étranger il y a quelques années. Mais là encore, il faut aller, me semble-t-il, à l'étape d'après, dans 2 directions. D'abord, nous devons attirer encore plus de talents étrangers. Et je crois que dans l'écosystème britannique, 1/3 de la main-d'œuvre est d'origine étrangère. En France, c'est encore relativement limité, même si on voit des choses très intéressantes, comme quand Sorar Lev, qui attire la directrice des ressources humaines de Hitch, ou Yann Rogers qui va chez Ledger. Mais le fait que je puisse les citer est symbolique du fait qu'il y en a qui arrivent, mais qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc nous devons attirer beaucoup plus de talents de l'étranger. On aura peut-être l'occasion de parler du French Tech Visa. C'était son objectif, mais il faut aller encore plus loin. Dans une période qui, je pense, est extrêmement favorable à l'Europe, post-pandémie, le modèle social, la qualité de vie en Europe devient un élément extrêmement attractif. Il faut faire levier là-dessus. Le deuxième élément sur la formation, c'est qu'on doit plus former, ce sur quoi le rapport passe un certain nombre de temps. Là aussi, effectivement, on a besoin de former beaucoup plus de monde à ces métiers du futur. C'est d'ailleurs un impératif sociétal comme un impératif économique. Dernier élément, c'est, on va dire, le bouillon de culture dans lequel on est. Et là encore, je vais rejoindre le rapport. Je pense que le rapport au risque, la transition recherche vers entrepreneuriat s'améliore, mais que là encore on n'est pas à la bonne maille et que sur ces éléments-là il faut encore que l'on progresse. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites dans le cadre du rapport, mais il faut encore qu'on progresse. Si je dois passer un message en conclusion, je dirais que il reste un chemin considérable a été parcouru, il reste un chemin encore plus considérable, mais que je suis assez optimiste et même très optimiste, parce que je pense que ce qui est en train de se passer fondamentalement au cœur de la société française, avec ce mouvement vers l'entrepreneuriat, cette revalorisation de la figure de l'entrepreneuse et de l'entrepreneur, et un rapport au risque qui change doucement, mais qui, je pense, change. Ce sont des transformations qui prennent du temps, mais qui nous amènent dans la bonne direction. Merci Cédric. Merci, c'est, je crois, une synthèse très claire. Alors, je vais me tourner, Tatiana, vers vous.
D'abord, est-ce que vous êtes... on va parler du financement en premier lieu. Est-ce que vous pensez que ça s'améliore? Est-ce que vous pensez qu'on est à la bonne jauge, qu'il y a encore des progrès à faire? De façon générale, est-ce que vous achetez les recommandations du rapport sur le volet financement? Et merci d'être avec nous, évidemment, à nouveau. Non, merci à vous. La qualité du rapport est assez incroyable. Il est extrêmement riche et détaillé, donc j'invite nos téléspectateurs, comme vous dites, à se plonger dedans. Déjà, évidemment, il faut se féliciter du travail accompli. Moi, j'ai lancé ma première société en 2009, et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de seed, comme on l'appelle aujourd'hui. Il y avait des business angels qui comblaient, on va dire, les carences qu'il y avait sur le financement. Et donc, il y a eu une abondance de capital et un dynamisme de la French Tech depuis 10 ans qui est absolument extraordinaire et qui a évidemment été amené par un ensemble de politiques publiques. Donc, on a très envie de se réjouir. Et quand on voit le nombre de levées, le montant de ces levées, on se dit qu'on est évidemment sur la bonne voie, mais on est quand même loin derrière nos amis américains, puisque sur le financement seed, on est quasiment à 20 fois moins de financement d'entreprises seed que les États-Unis, 1,8 fois moins qu'en Allemagne et quasiment 4 fois moins qu'au UK. Donc, on se félicite de l'incroyable évolution des choses sur les 5-10 dernières années, et en même temps, on se dit que le potentiel est assez monstrueux et qu'il faut arriver à financer massivement plus de petites entreprises pour arriver aussi à faire en sorte, à un moment donné, d'avoir plus de licornes, puisque c'est aussi l'enjeu. Et ce que vous décrivez très bien dans le rapport, c'est la possibilité d'aller chercher plus de financement très early stage, même pré-seed, et pour in fine arriver à monter les levées, ce qu'on appelle late stage, pour qu'elles se rapprochent plus du private equity que du late stage venture, on va dire. Je pense qu'on a un potentiel à partir du moment où toutes les briques ont été amenées les unes après les autres, d'être le premier pays européen sur ces questions-là, et qu'il faut évidemment tout faire pour y arriver. Il y a un enjeu, et on va en parler, de démocratisation de la Startup Nation. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'emploi et en termes de potentiel, c'est assez exceptionnel, mais c'est encore perçu du fait de l'origine des fondateurs aussi comme quelque chose d'assez élitiste. Et je pense qu'on a un enjeu aujourd'hui, comme on le voit dans le rapport, d'aller chercher plus de talents divers pour prouver que l'entrepreneuriat est évidemment quelque chose d'ouvert à tous. C'est finalement le plus bel ascenseur. On va revenir sur le capital humain. Sur le late stage, vous voyez aussi une amélioration. Comment vous percevez ça? Il y a de plus en plus de levées, évidemment, qui sont autour de la série D, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Les entreprises se faisaient racheter beaucoup plus vite quand elles avaient du potentiel. Donc là, elles cherchent à aller plus loin, ce qui est aussi tiré par un certain nombre de serial entrepreneurs qui arrivent à faire ce genre de levée, ou in fine une IPO, ce qui motive évidemment les autres à aller plus loin. Et à partir du moment où on a tout un écosystème de licornes qui est en train de se construire, on voit que c'est possible, et donc on pousse les entrepreneurs à aller plus loin avec des financements privés et publics. Donc encore une fois, je pense que oui, le rapport Tipeee a fait énormément et il faut continuer. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte d'avoir beaucoup plus d'entreprises qui s'introduisent en bourse d'ici 5 ans? Merci. Alors Cédric, donc il y a évidemment ce constat que vous avez fait, qu'on fait sur l'early stage, le seed et le late stage, qui sont encore des points qui ont été sensiblement améliorés, mais qu'on peut encore améliorer. Qu'est-ce que vous voyez à cet égard? Qu'est-ce que vous voyez comme dynamique qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer ça? Et puis, il y a une question dans la question, c'est est-ce qu'on manque de seed parce qu'on manque d'entrepreneurs, ou est-ce que on manque de start-up financées en seed parce qu'on n'a pas assez de fonds en seed? Ça, c'est la première question. Et puis on parlera de late stage.
Non, c'est une excellente question. Savoir si c'est la demande ou l'offre qui manque. Je dirais la chose suivante. Je pense on manque un peu de financement. On manque probablement de financement en seed pour financer tous les projets qui pourraient être financés, notamment quand ces projets ne sont pas à Paris ou ne sont pas issus d'une très grande école. Mais je pense que par ailleurs, on a besoin de créer beaucoup plus d'avoir beaucoup plus d'entrepreneurs et un terreau qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que la Grande-Bretagne crée 2 fois plus de startups que nous en financement. Finance 2 fois plus de startups que nous en early stage. Donc c'est pas exactement la même chose, mais je pense que c'est à la fois qu'ils ont plus d'entrepreneurs et qu'ils ont plus de financement. Et donc on a un double défi qui est d'avoir plus d'entrepreneurs et de faire en sorte qu'une partie supérieure de l'épargne française viennent financer ces entrepreneurs, parce que on sait que c'est un sujet historique du capitalisme français qui est le sous-financement de ces entreprises, mais c'est d'autant plus vrai sur des actifs risqués. En seed et en early stage, la place de la BPI est encore extrêmement importante. On sait que sur tout ce qui est business angel, etc., ça s'améliore parce qu'il y a des serial entrepreneurs, mais que la France est historiquement en retrait. Et donc, il y a un enjeu à faire en sorte qu'il y ait un investissement plus important de l'épargne française, qui est très importante, dans la croissance des entreprises françaises. C'est d'autant plus important que on voit bien que sur les levées tardives, là, les étrangers prennent le relais. On travaille notamment avec nos partenaires européens à faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de gros fonds d'investissement européens, mais c'est une très bonne chose que les étrangers soient là. Dans le fond, les Chinois, les Américains et les Israéliens ont construit la puissance de leur écosystème sur l'argent étranger. Il faut qu'on fasse exactement la même chose, mais je doute que nous puissions avoir le même apport en seed. Et donc, comme on est dans un écosystème déterministe, c'est-à-dire que plus il y a de startups financées dans les premières années, plus à la fin vous avez de géants, une pyramide assez mathématique, on a besoin d'avoir plus de capital qui vient. Alors, est-ce que cela doit se faire via un livret dédié ? Est-ce que c'est là, on doit s'inspirer de ce qui se fait en Angleterre sur un statut de l'investisseur? Est-ce que il y a par ailleurs des règles sur Solvency 2, pardon de rentrer dans la technicité, mais dans des règles prudentielles? Est-ce que ça doit se faire à travers l'assurance vie? Je pense que tous ces éléments-là sont en débat, mais ce qui est certain, c'est que si l'Europe veut avoir des champions industriels, elle doit avoir plus d'entrepreneurs et plus de financement dès les premières années. Merci. Alors, il y a un petit commentaire de l'intervieweur. On a été frappé d'observer finalement qu'il y avait une corrélation absolue entre le nombre de créations de start-up et le nombre de scale-up. Et d'ailleurs, vous venez de le dire, il y a 2 fois moins de start-up financées en seed, il y a aussi 2 fois moins de licornes. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement homogène dans le développement de ces start-up. Et il nous a semblé qu'effectivement, résoudre l'enjeu du seed, c'était un enjeu essentiel pour réussir à créer des entreprises demain. Alors, vous avez commencé à effleurer la question du livret. Je vais vous poser, je vais vous torturer là-dessus, mais en attendant, juste pour parler du late stage, il y a encore un certain nombre de gens qui disent, le late stage, c'est pas aussi facile que ça peut l'être dans les pays, les États-Unis ou le Royaume-Uni. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis il y en a d'autres, plus taquins, qui disent oui, mais en fait, ce sont des fonds étrangers qui financent nos startups, donc finalement, c'est de la valeur ajoutée qui s'en va. Qu'est-ce que vous avez à faire comme observation sur ces 2 observations? Alors, j'ai beaucoup d'observations à faire sur ces 2 observations. Je vais commencer par la première. Est-ce qu'il y a suffisamment de financement à late stage? C'est-à-dire, est-ce quand il y a un bon projet, il est financé? Je n'ai pas c'est difficile d'avoir un avis complètement objectif, mais c'est une question que je pose assez souvent. Mon avis, c'est que quand il y a un bon projet, il y a plutôt suffisamment de financement. Il y a certaines verticales, notamment la deep tech, et ce n'est pas négligeable, où les startups très industrielles qui peuvent avoir plus de problèmes pour financer leur première usine, des choses comme ça, parce que les temporalités de retour sont plus longues, et donc on doit travailler là-dessus. Mais à la fin, c'est une question de masse d'argent disponible, parce que les verticales ne sont que des petites parties, en fait, des niches sur une masse d'argent disponible. Donc plus la masse d'argent disponible est grande,
plus les verticales, plus risquées, plus spécifiques, mieux elles sont financées. Donc, premier élément, je pense que le sujet qui était celui d'il y a quelques années, c'est-à-dire on trouve peu d'argent dès lors qu'il faut investir 100, 200, est assez derrière nous, même s'il faut continuer à faire grossir la somme d'argent globale pour réussir à mieux financer des verticales. Premier élément. Deuxième élément, moi, alors pour le coup, je suis mais vraiment très catégorique sur ce sujet. Tout l'argent étranger qui s'investit en France, c'est du bon argent. L'histoire de l'écosystème israélien, l'histoire de l'écosystème américain, l'histoire même de l'écosystème chinois, c'est que ces écosystèmes utilisent l'épargne de l'étranger pour massivement développer leur start-up. Nous sommes dans une course de taille, nous sommes dans une course de vitesse, et donc, toute chose égale par ailleurs, pour $1 américain, je préfère qu'ils s'investissent dans une start-up française qu'à l'étranger. Et donc, je suis fondamentalement pour que nous ayons une approche israélienne. L'approche israélienne est simple, on n'apprend pas aux Israéliens ce que c'est que la souveraineté, et pourtant 90% des fonds investis dans les startups israéliennes sont des fonds étrangers. Et donc si nous voulons faire un écosystème plus souverain, si nous voulons faire un écosystème beaucoup plus fort, nous avons massivement besoin d'argent étranger. Une fois qu'on a dit ça, nous avons aussi besoin qu'il y ait un capitalisme du risque européen plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 40 fonds d'investissement supérieurs à 1 milliard d'euros de fonds de capital risque aux États-Unis. Il n'y en a que 2 en Europe qui sont ceux qui sont bien connus, EQT et Euraseo. On en a besoin de plus. C'est pour ça qu'on doit travailler, notamment sur les late stage, à amener plus de capital, les investisseurs institutionnels, plus de capital et d'économie des Européens dans l'investissement en capital risque. Mais l'objectif n'est pas de considérer que l'argent étranger est du mauvais argent, à part dans certaines catégories de cibles extrêmement critiques, très liées à la défense nationale évidemment. Je considère que le principal, c'est que les entreprises gardent leur centre de décision ici, qu'elles gardent leur recherche, leurs sièges sociaux en France, mais que dès lors que SoftBank, que General Atlantic, que Silver Lake investit, je préfère que cela finance de la croissance française des emplois en France que de la croissance allemande ou des emplois aux États-Unis. Alors dans ce cadre, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de livret I, de livret innovation calqué sur le livret A, dont je rappelle le volant d'argent au travail est supérieur à 280 milliards d'euros, donc un montant extrêmement significatif. Ça a notamment financé le logement social. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Alors, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a un sujet donc, qui est des grosses masses d'épargne des Français aillent un peu plus vers le risque. Premier élément. Je pense que c'est absolument indispensable. Et je pense que par ailleurs, on a besoin d'une certaine manière de renforcer le lien entre les Français et cette aventure industrielle qui est celle des startups, cette aventure de progrès. J'ai eu l'occasion de signer une tribune sur le sujet dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, parce que c'est leur faire participer à une aventure collective au-delà des bénéfices éventuels économiques qu'ils pourraient en tirer, et c'est une forme de récit. Il y a un débat parmi les connaisseurs sur l'opportunité de faire un livret dédié. Moi, j'avoue que je n'ai pas d'avis préconçu sur le sujet, je le dis vraiment très directement. Je pense qu'on a besoin de créer ce lien, je pense qu'on a besoin de faire en sorte qu'il y ait plus d'investissement des Français qui aillent vers leur propre tissu industriel qui est celui de la French Tech. Il faut regarder les réussites ou les échecs, parce que tout ça n'est pas totalement, enfin on va dire, c'est pas totalement blanc ou noir, que ce soit du PEA, PME, du LDD et des différents livrets sectoriels, parce que à part le livret A, je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de réussites sectorielles. Donc tout ça pour dire que je trouve l'idée intéressante, je pense qu'elle mérite d'être expertisée, je pense que de toute façon il faut qu'on travaille à faire en sorte qu'il y ait plus d'épargne des Français qui aillent vers leur écosystème de start-up. Est-ce que ça doit passer par un livret dédié? Est-ce que ça doit passer par quelque chose qui ressemble plus à ce que font les Anglais, qui est en fait un statut de l'investisseur individuel avec la capacité de reporter les pertes sur sa charge fiscale ou des choses comme ça? Je pense que l'ensemble des choses doit être étudié, mais que si on veut aller à terme dans cette direction,
nous ne nous exonérons pas de faire, d'avancer encore plus dans cette direction du financement et de récupérer plus d'argent des Français, avec une absurdité macroéconomique qui veut que les Américains n'épargnent pas. Alors, ils épargnent dans leur fonds de pension, mais que les Européens épargnent. Et comme les Européens recherchent peu de risques, et que le premier actif peu risqué de long terme, ce sont les bonds américains à 10 ans, eh bien, une bonne partie de l'assurance vie des Français est investie dans la dette américaine qui finance la croissance américaine. Donc, il y a une forme d'absurdité macroéconomique qui fait que nos économies financent aujourd'hui la croissance américaine. Donc, il faut qu'on résolve ça et qu'on travaille à faire en sorte que ces économies, au maximum, financent beaucoup plus la croissance française et la croissance européenne. Merci. Alors maintenant, je voudrais passer au sujet du capital humain. Donc, on en parle beaucoup dans le rapport. Et notamment, on soulève le fait qu'un instrument essentiel de la création de capital humain, qui est l'université, est quand même dans les classements internationaux un peu à la peine. Francis, est-ce que je peux vous demander de nous résumer un petit peu ce qu'on dit dans le rapport? Quelles sont les grandes orientations que l'on suggère de prendre pour améliorer ça? Oui, merci Gilles. J'aimerais rester sur l'optimisme dont parlait Monsieur le ministre il y a quelques minutes quand il parlait du bouillon de culture. Les résultats de l'enquête que nous avons fait à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, en allant voir des étudiants, en allant voir des enseignants, en allant voir des directeurs d'établissements, c'est que le changement culturel, il est en cours. On voit qu'il y a un appétit beaucoup plus grand qu'il y a quelques années des étudiants pour aller travailler dans des startups, pour créer leur entreprise, et que ce changement-là, si on veut l'envisager à l'échelle dont parlait Monsieur le ministre il y a quelques minutes, il passera par l'université. Nous avons des filières d'excellence. Ces filières d'excellence, elles sont renommées à l'international. Le point maintenant, c'est de savoir à quelle vitesse on peut changer les formations dans le domaine universitaire, et de ce fait-là, nos recommandations vont dans ce sens-là. D'une part, en proposant d'établir non seulement un diagnostic, mais une vision à 10 ans des besoins en compétences qui permettent aux établissements d'enseignement supérieur d'adapter leur formation et de les adapter le plus rapidement possible, parce que là encore, l'ensemble des interlocuteurs que nous avons vus ont insisté sur la question de la vitesse des changements en cours dans le monde, et donc la vitesse à laquelle aussi nous avons besoin de faire évoluer ces formations. Et puis d'autre part, il y a des mesures plus précises sur les pôles pépites, où on voit déjà qu'il y a beaucoup d'étudiants dans le domaine universitaire qui deviennent entrepreneurs grâce à ces pôles pépites. Il nous semble possible, encore une fois, de changer d'échelle pour ces pôles pépites. Et puis finalement, on parlait des questions des territoires tout à l'heure. Il y a une initiative de la French Tech Tremplin, qui permet d'aller chercher des talents sur l'ensemble des territoires en dehors des parcours d'enseignement classique, qui nous paraît aussi très intéressante à accélérer. Voilà, Gilles, en quelques mots, le résumé d'un certain nombre de nos recommandations sur cette partie-là. Alors, évidemment, je vais me tourner tout de suite vers le ministre, puisque c'est l'exécutif, mais est-ce que, d'une façon générale, vous pensez qu'on est sévère dans ce rapport sur les enjeux de capital humain, en particulier sur la notion de formation, et puis aussi, on évoque un certain nombre d'outils qui permettaient de faciliter les choses, comme par exemple le visa, le French Tech Visa, et on a identifié, ça nous est revenu à plusieurs reprises, qu'il y avait quand même de grandes difficultés de mise en œuvre, des délais qui étaient trop longs pour les startups qui souhaitaient en bénéficier. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques? Alors, je vais commencer par Visa. Parce que pour Visa, j'étais étonné de la remontée. Parce qu'en fait, c'est assez simple. C'est pour nous un outil absolument essentiel, le French Tech Visa. Et à chaque fois que je rencontre un entrepreneur ou le CEO d'une licorne française, je lui demande ce qu'il pense de Visa et si ça se passe bien. Bref. Et j'avoue que j'étais assez surpris de la tonalité un peu négative, parce que j'avais pas du tout ce retour-là, et donc je profite pour passer un message à l'ensemble des startups qui pourraient être utilisatrices de Startup Visa, c'est que dès qu'il y a un problème sur un visa, il ne faut pas hésiter à remonter même au cabinet du ministre ou à la mission French Tech, parce que ce n'est pas normal, c'est pas la promesse. Et donc je pense que c'est très utile de nous faire remonter les blocages, où qu'ils soient, quelle que soit la préfecture concernée, parce que la promesse, c'est que ça aille vite, et que ce soit, dès lors que cette
un talent dont on a besoin, extrêmement, on va dire, rapide et facile. Donc je le redis, je n'ai pas le même retour sur Visa, mais s'il y a des problèmes, il faut qu'ils soient réglés et il faut qu'on améliore les choses. On a, avec Franck Riester et Marlène Schiappa, encore essayer d'améliorer la procédure il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre d'annonces. Il faut que les choses suivent et donc je suis vraiment très clair sur le sujet. Visa, ça doit marcher. Deuxième élément sur la question plus large de la formation. Alors, je suis assez d'accord avec le rapport, c'est-à-dire que nous avons besoin de sortir d'un schéma qui est quand même très limité, qui est que les grandes écoles fournissent l'écosystème de la French Tech et qu'il y a, par contre, s'agissant de l'université, un éloignement qui est beaucoup plus grand. Je pense que les choses bougent doucement, elles bougent doucement, mais elles bougent par l'aval, c'est-à-dire que l'attrait de la French Tech, le développement de l'écosystème font que ça tire un certain nombre de choses, mais elles ne bougent pas assez vite. Je pense que cela touche par ailleurs, je ne sais pas si on va jusqu'à la recherche, etc., à des sujets plus culturels, à des sujets plus liés à la gouvernance des universités, mais je ne veux pas m'aventurer trop dans cette direction, parce que c'est plutôt du domaine de Frédéric Vidal, mais c'est sûr qu'il y a une corrélation assez forte entre la puissance du système universitaire, le lien entre le système universitaire et le monde économique, particulièrement celui de l'innovation, et votre puissance économique à la fin au bout du chemin, et que jusqu'à aujourd'hui, l'écosystème français a pu aller jusqu'à une certaine taille dans le système actuel, et je pense qu'on est en train de maximiser les potentialités du système actuel, mais nous touchons les limites du système actuel également, et donc il faut se poser la question de la manière dont on peut faire en sorte qu'il y ait une beaucoup plus grande interconnexion entre le monde de l'université, le monde de la recherche et le monde de l'innovation. Bon, au moins c'est clair. Merci pour cette tranche. Tatiana, je me tourne vers vous. Et un sujet évidemment qu'on soulève dans le rapport, d'ailleurs c'est assez lire la recherche à cet égard, c'est la notion de diversité, qui est directement corrélée avec la réussite des écosystèmes numériques. C'est ce qu'on a vu, on s'en doutait, mais il y a des travaux qui le démontrent. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça en tant que fondatrice de We Are Sista, parce que c'est aussi un enjeu de genre. Est-ce que vous pensez qu'on est au bon niveau? Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas du tout au bon niveau? Qu'est-ce que vous voyez qu'on peut faire pour améliorer ça? Question vaste. Vaste question, en effet. Déjà, ce qui est assez frappant dans tout ce qu'on se dit, c'est que le progrès est quand même assez rapide partout. Encore une fois, en 10 ans, on a réussi à multiplier, à accélérer de façon assez exceptionnelle notre écosystème. Et à travers Sista et le Conseil national du numérique, on avait, il y a 2 ans, insisté sur le manque de diversité de genre, notamment dans les levées de fonds. Et je trouve qu'en 2 ans, il y a eu une amélioration assez incroyable des choses, notamment tirée par la montée en puissance des équipes femmes et des équipes mixtes. Donc nous, on considère qu'il y a 3 catégories. Il y a les boîtes qui sont montées uniquement par des hommes, les sociétés qui sont montées par des hommes et des femmes, et les sociétés qui sont montées uniquement par les femmes. Et donc ces 2 dernières catégories, il y a eu une augmentation de 25% cette dernière année des startups montées par des femmes et des équipes mixtes, avec des financements qui vont beaucoup mieux. Clairement, globalement, on a un effet de stock qui fait que on est sur des montants qui sont trop faibles, mais ça va de mieux en mieux. Et donc, ce qu'on arrive là à prouver, c'est qu'à travers des initiatives comme Sista, des initiatives comme Pépite, des initiatives comme Tremplin, on arrive à accélérer les choses d'une année sur l'autre de façon assez incroyable. Donc, je pense que déjà, c'est extrêmement positif de se dire que ce qu'on fait a un impact, et c'est pas juste
de souligner les problèmes, mais que derrière on arrive à effectivement faire changer les choses. On a un manque de diversité, que ce soit de genre et d'origine. Moi, je considère qu'il faut mesurer, que la mesure précède l'action et que sans mesure, on ne peut rien faire. Le grand slogan de Sista était de dire qu'il fallait compter les femmes pour que les femmes comptent. Je pense que c'est la même chose sur la diversité et qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas, en termes de diversité, où on se situe. Et donc, c'est compliqué d'avoir des roadmaps associés. Après, la deuxième chose, c'était sur le potentiel qu'on avait aussi en termes d'étudiants étrangers en recherche. Dans le rapport, vous soulignez le fait qu'il y a quasiment 40% d'étudiants étrangers parmi les doctorants, mais après, on n'en retrouve que 6% parmi les chercheurs en entreprise. Donc, il y a une déperdition qui est terrible et un gâchis monstrueux entre les étudiants et derrière les gens qui se retrouvent en entreprise. Donc, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à faire entre justement l'université, le monde des startups et le monde de l'entreprise pour ne pas avoir ce trou dans la raquette. On a justement une question, j'y reviendrai, qui vient des internautes sur ce sujet, mais puisqu'on parle des aspects de l'économie comportementale, j'ai une autre question pour vous, c'est on a souvent critiqué la culture de l'échec telle qu'elle existe en France, dans un pays très élitiste et donc où tout doit réussir. Est-ce que vous avez la perception que c'est un vrai sujet et est-ce que vous pensez que si c'est un vrai sujet, ça s'améliore aussi? Oui, je pense que c'est un sujet culturel compliqué. C'était le président d'IBM qui disait que si vous voulez si vous voulez augmenter le taux de réussite, il faut augmenter le taux d'échec. Et je pense que c'est très vrai. Dans les origines des licornes étrangères, il y a beaucoup de serial entrepreneurs en dehors de leur background. Et je pense que en France, en tout cas, on est en train de créer cette génération de serial entrepreneurs qui eux-mêmes créent ce qu'on appelle des mafias. Donc maintenant, il y a des mafias Blablacar, il y a des mafias Criteo, il y a des mafias Miracle. C'est des gens qui, portés par la scale-up, c'est des salariés qui, portés par la scale-up, décident d'entreprendre. Et ça, c'est un phénomène qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques années, qu'on voit arriver en France, qui est assez exceptionnel, puisque plus les serial entrepreneurs entreprennent, plus les gens qu'ils embauchent aussi entreprennent. Donc c'est un vivier très important. Mais on reste extrêmement frileux vis-à-vis du risque et je pense qu'il faut arriver à faire changer ça. Il y a quelques années, on en parlait des conférences autour de l'échec qui s'appelaient les Failcon Conference, qui étaient qui étaient d'origine américaine, et je pense que c'est exactement le type de choses qu'il faut arriver à mettre en place en se disant qu'on ne peut pas parler que des réussites, et aujourd'hui on en parle énormément, notamment dans les médias. Il faut arriver à faire comprendre qu'un échec n'est qu'un instant T et que derrière il y a forcément une réussite à la clé, mais je pense que c'est culturellement quelque chose sur lequel il faut insister. Alors Cédric, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu de diversité en France et que cet enjeu est éventuellement lié avec la culture de l'échec? Alors, il y a un enjeu de diversité, oui. Il y a un enjeu de culture de l'échec, moins que ce ne fut le cas auparavant, oui. Je ne sais pas si je mettrais les deux. Je corrélerais les deux. Sur la diversité, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je pense que c'est un très grand défi de la French Tech. La French Tech va continuer à se développer, elle va continuer à croître, elle a un défi de performance et la diversité, elle a un défi d'égalité tout simplement, et elle a un défi de soutenabilité, parce que on peut pas prétendre être l'avenir d'un pays si on ressemble pas à ce pays. Et donc, à un moment, si la French Tech n'est pas capable de se diversifier, de faire en sorte qu'elle ressemble beaucoup plus au visage de la France, il y aura un problème d'acceptabilité par le reste du pays, et donc c'est un problème à long terme pour elle-même. Et donc c'est pour ça qu'on a fait French Tech Tremplin, c'est pour ça qu'on a été très en soutien de l'initiative de Sista, mais il faut aller plus loin, plus fort. Nous, on a la volonté dans les années qui viennent de développer French Tech Tremplin, mais ça ne se passera pas que par une action de l'État. Il faut que les entrepreneurs, les entrepreneuses fassent l'extra mile, pardon de ce terme très français, mais
pour aller chercher des profils qui ne sont pas uniquement des profils d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs qui connaissent par cœur et qui fassent cet effort-là. Je pense que ça passera par un effort collectif. Sur la question de la culture du risque, alors je pense que les choses progressent. Elles progressent particulièrement, mais disons que ça change par le haut pour le moment. C'est-à-dire que dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, la culture et la figure de l'entrepreneur sont de plus en plus valorisées et valorisantes pour ceux qui s'y adonnent. J'ai été assez surpris au moment du plan France 2030, la présentation du plan France 2030, par en tout cas une forme de compréhension de la part des médias de la nécessité de prendre plus de risques. Je citais souvent auprès des journalistes auxquels je parlais le fait que si on voulait faire une DARPA, la DARPA estime que si elle a moins de 80% d'échecs dans le nombre de projets qu'elle finance, c'est un échec. Parce qu'elle n'aura pas pris assez de risques. On travaille dans le cadre de la gouvernance de France 2030 autour de ce sujet-là. Alors, il y a des atavismes qui reviennent assez rapidement, mais je trouve qu'il commence à y avoir un sujet, avoir un progrès au sein d'une partie, on va dire, des élites françaises sur la question du risque. Et qu'en cela, on a été beaucoup aidé par des figures telles que Elon Musk, l'émergence de SpaceX et de Tesla. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'Elon Musk, on ne parle pas de tous ceux qui ont été financés par la DARPA, mais qui ont raté. Mais en tout état de cause, à travers la figure de l'entrepreneur, je trouve que la culture du risque progresse. Est-ce qu'elle progresse dans l'ensemble de la société française? J'en doute. Je pense qu'on est encore assez loin de cette question, enfin d'être au bon point d'équilibre, mais que les choses ont progressé. Donc je suis plus optimiste que je ne le fus sur la culture du risque. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Fleur Pellerin, qui a donc été ministre en 2013, qui me disait que quand même la situation, même si elle n'était pas parfaite, était significativement meilleure que ce qu'elle fut il y a 8 ans de cela. Donc on est plutôt sur la bonne pente. Est-ce qu'il y a une corrélation entre culture du risque et manque de diversité? Je ne suis pas certain. Je pense que le manque de diversité, il y a beaucoup plus. Je dis parce qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat dans les quartiers qu'il n'y en a dans la société en moyenne. Pour des raisons assez simples, c'est que le manque d'opportunités pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat et le manque d'égalité des chances. Mais le problème vient après, il vient dans la capacité à avoir les bons codes, à avoir les bons réseaux pour développer leurs entreprises. Ce qui est d'ailleurs la philosophie de French Tech Tremplin, qui est de dire, en fait, dans le fond, qu'est-ce qu'on apprend en école de commerce, en école d'ingénieur, au-delà des connaissances de base? C'est en fait le réseau et le bouillon de culture dans lequel on est, qui fait que lorsqu'on lance une boîte, on a à portée de main ou de téléphone l'ensemble des réponses aux questions auxquelles on se pose, en tout cas des conseils qui permettent de faire gagner du temps, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on vient d'un quartier politique de la ville, lorsqu'on est réfugié, et que donc il faut créer les connexions entre ces deux mondes pour offrir à des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ne sont pas moins talentueuses le bouillon de culture qui fait qu'ils peuvent se développer. Donc je me répète, mais je pense qu'il y a un sujet de culture du risque qui s'améliore, mais qui est encore là. Je pense qu'il y a un énorme sujet de diversité, d'ailleurs de mixité et de diversité. Je ne suis pas certain que je lirai les deux questions. Ok. Alors on a des questions qui viennent des internautes. La première d'entre elles, c'est... Et je pense que d'ailleurs, ça rejoint un point qui a été évoqué par Francis, je crois, c'est pourquoi est-ce que le nombre de startups provenant des organismes publics de recherche n'est-il pas en croissance? Grosse question, et à mon avis assez fondamentale. Donc Cédric et peut-être Francis, je vous laisse. Oui, je vais essayer de pas être long, mais bon, je pense que c'est à la fois lié à l'organisation des organismes de recherche, à leur culture de la start-up versus la culture de la recherche en tant que telle, qui va de la culture et de l'état d'esprit jusqu'à des choses extrêmement concrètes comme les SAT, l'organisation des SAT, la gestion de la propriété intellectuelle, avec des réussites dans certains endroits. On voit que INRIA est quand même significativement en train de pivoter, que certaines SAT réussissent à l'est de la France, ou que le SPCI peut réussir à faire des choses.
la culture générale reste encore compliquée, assez bureaucratique. Elle s'améliore probablement, mais pas assez vite. Et puis après, il reste quand même, me semble-t-il, une très forte question de culture de la recherche française en elle-même. Pour le dire en tant que tel, ça s'améliore, mais la question de l'entrepreneuriat n'est pas extrêmement valorisée dans un parcours académique. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un sujet particulier, mais je pense qu'on a un sujet très général et que il est absolument indispensable que dans les feuilles de route des organismes de recherche publique dans les années à venir, la question de la création de start-up et la question du transfert technologique soit encore plus au centre des feuilles de route. Je trouve que ce que fait Bruno Sportis à l'INRIA est extrêmement intéressant. Mais on voit que d'abord, ça ne se fait pas sans heurts ni sans difficulté, y compris à l'intérieur d'INRIA, et que c'est un chemin qui est assez long. Ok. Francis, un mot à ce sujet? Oui, non, juste un point pour dire qu'on a vu des exemples de réussite. Évidemment, il y a une question, et en discutant avec un certain nombre de dirigeants d'organismes de recherche, on voit qu'il y a des choses qui se passent, ce n'est pas encore à l'échelle où ça pourrait être quand on se compare à des pays voisins. Donc, il y a une question d'incitation, ce qui rejoint ce que disait le ministre. Il y a une question de culture. Il y a une génération sur laquelle il nous semble qu'on peut travailler. C'est la génération des postdocs, c'est les gens qui sortent juste de leur diplôme, de leur recherche. Et là, il y a, nous semble-t-il, quelque chose à faire pour encourager l'entrepreneuriat. En tous les cas, on voit que c'est le vivier dans lequel, dans les pays proches et aussi aux États-Unis, il y a beaucoup de création d'entreprises. Il nous semble que là, la France a une opportunité à saisir et rapidement. Alors, j'ai une question c'est une question très ancienne, sur le fait de faire un Nasdaq européen, c'est-à-dire d'unir les places de marché. Donc, je pense que c'est plutôt pour vous, Cédric, cette question. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet? Oui, alors, on va dire c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Moi, je ne crois pas au Nasdaq européen. Je suis un peu provocateur en le disant, mais je pense que le Nasdaq européen, ce n'est pas un accord entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. pour faire émerger un Nasdaq européen. On a une période extrêmement favorable où il y a énormément de licornes européennes qui sont en train d'aller vers l'introduction en bourse. Je rappelle quand même qu'on a eu 2 introductions en bourse en 2021 de valeur tech au-dessus d'1 milliard d'euros. C'est autant que dans les 25 ans qui précédaient à Paris. On sait que d'autres vont arriver à la cotation. Et il faut réussir ces introductions parce que le Nasdaq européen, je pense que ce sera une des places de l'Europe continentale, donc de l'Union européenne, qui s'imposera comme ayant la masse critique, la recherche, l'environnement, et qui fera que les startups italiennes, pas américaines, mais espagnoles, françaises, allemandes, suédoises, slovènes, auront envie d'aller plutôt à Amsterdam, à Paris, à Stockholm ou à Francfort, parce que la masse critique se sera concentrée. Chacun continuera en partie à aller dans sa bourse nationale. Et donc, je pense que ça sera assez darwinien comme process. Et c'est pour ça que la réussite de l'IPO d'OVH récente, la réussite finale, puisque, in fine, les choses se sont plutôt bien passées, même si dans les premiers jours, ça a été compliqué, de l'IPO de Believe, sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que cette place qui s'impose devant les autres places européennes, ce soit la place de Paris. On a la potentialité de le faire parce que la place de Paris est une marque, parce qu'elle a gagné la bataille avec Francfort sur le Brexit en matière d'Europe continentale. Il y a une très forte concurrence avec Amsterdam. On doit travailler sur des sujets régulatoires. On doit faire en sorte, c'est ce qu'on fait à travers Tibi, qu'il y ait de plus en plus de capital humain dans le domaine du financement public au sens anglo-saxon des startups qui s'installent à Paris. C'est important qu'il y ait CPR à Paris, c'est important que Natixis ait racheté une équipe Pictet. On doit faire en sorte qu'il y ait plus de savoir-faire financier parce qu'il y aura un biais domestique à la fin. Mais ce n'est pas quelque chose qui va, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va surgir d'un accord interétatique pour faire en sorte que ce Nasdaq européen émerge. Il y a un élément de back-office, pardon de le dire comme ça, qui est extrêmement important pour l'émergence de ce Nasdaq européen, c'est l'intégration des marchés de capitaux au niveau de l'Union européenne, qui n'est pas extrêmement simple, mais on a besoin aussi d'intégrer ces marchés de capitaux. Et cette intégration, c'est une intégration réglementaire ? Oui, ça c'est un sujet qui est au niveau de l'Europe, qui fait l'objet de discussions avec nos partenaires et qui prend du temps. La France est très allante, d'autres pays sont un peu moins allants, mais je veux dire,
de toute façon, la force de l'Europe est liée à l'intégration de son marché, que ce soit marché de capitaux ou marché dans les différents secteurs. À la fin, la très grande puissance des Américains, c'est d'abord l'intégration de leur marché, le fait qu'il y ait un seul marché, même si parfois avec les États, il peut y avoir quelques différences, mais c'est la très grande différence de puissance entre les États-Unis et l'Europe. Parce que ça rétropole sur la valorisation et la puissance des entreprises. Une entreprise qui, dans le B2C, qui se monte en France, elle a un marché adressable à court terme de 65 millions de personnes, un peu plus. La même entreprise aux États-Unis a un marché adressable de 300 millions de personnes qui consomment beaucoup plus. Et donc, sa valorisation, day one, est bien supérieure. C'est la même chose dans les marchés de capitaux. Si on veut faire en sorte qu'il y ait plus d'argent des Européens et qu'il y ait plus d'investissements sur les bourses européennes, il faut qu'on intègre les marchés de capitaux. Alors Tatiana, je vais vous poser une question. Je pense qu'on arrive au bout de ce live, mais je voudrais savoir quels sont les systèmes, les écosystèmes numériques qui vous inspirent? Est-ce que c'est toujours la Silicon Valley? Est-ce que vous en voyez d'autres qui vous semblent potentiellement être une forme de modèle pour la France? Plusieurs d'ailleurs, éventuellement, sur différents aspects. Alors, je vais paraître ridiculement patriote, mais pour le coup, il y a quelques années, oui, l'écosystème américain me faisait fantasmer. Encore une fois, moi, quand j'ai vendu ma société, on s'est retrouvé à devoir monter les pigeons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement, parce que on avait un écosystème qui n'était pas vraiment favorable à la création d'entreprises. Donc, je trouve que ce qui s'est passé depuis 2011 est absolument extraordinaire, et que pour le coup, aujourd'hui, on n'a rien à envier, sauf peut-être en termes de montant de financement, aux Américains ou aux Israéliens, qui sont évidemment pour moi les deux très très grandes réussites, et il faut qu'on arrive à s'en inspirer. Ce qui est très fort quand même, et qu'ils ont en commun, les Américains et les Israéliens, c'est la notion d'espoir et la notion de prise de risque, évidemment, dont on parlait tout à l'heure. Au final, l'entrepreneuriat est peut-être l'espoir dont la France a besoin pour réconcilier un peu ces mondes, parce que l'entrepreneuriat est aussi accessible à des gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément l'école, la culture et l'éducation qu'il faut. On a énormément parlé du background d'ingénieurs d'un certain nombre de fondateurs, mais on a peu parlé du fait qu'il y avait de plus en plus d'autodidactes, de plus en plus d'avocats, de plus en plus de gens qui arrivent à monter des sociétés en n'ayant pas forcément le bon parcours. Et je pense que c'est ces gens-là qu'il faut aussi arriver à mettre en avant pour avoir une logique un peu moins élitiste et un peu moins grande école de commerce. Et si on arrive dans les 10 prochaines années à insuffler cette logique d'espoir, à se dire que l'entrepreneuriat est finalement l'ascenseur le plus exceptionnel qu'on puisse avoir en termes de mobilité et d'émancipation, que ce soit pour les femmes ou les minorités, on arrivera à réconcilier ces mondes. Donc aujourd'hui, oui, je regarde avec beaucoup de respect et d'admiration les écosystèmes américains et israéliens, mais je pense qu'en termes de qualité de vie, qu'en termes de potentiel social, de questionnement avec l'ensemble de nos institutions, on est les plus aptes à créer un écosystème numérique responsable. Et c'est vers ça qu'on tend. On est évidemment dans une logique d'hypercroissance, mais avec un certain nombre de responsabilités. Et je pense que la France peut être l'exemple d'une performance exceptionnelle, de talents incroyables du fait de notre terreau d'école et d'université, et en même temps d'arriver à réfléchir à des enjeux de société comme on le fait à travers les différentes institutions. Eh bien, merci pour ce magnifique plaidoyer, cette envolée sur l'écosystème français. Je pense que ça termine bien notre live. Monsieur le ministre Cédric, merci d'avoir participé à ce débat. Merci Tatiana de nous avoir éclairé de vos lumières d'entrepreneurs. Et puis, cher Francis, cher co-président de ce travail, merci de ces longs mois passés ensemble à développer ce rapport. C'était juste un travail passionnant. Donc, je vous remercie à tous et à toutes, et je vous souhaite une excellente journée.